Souvent, les gens me demandent comment il se fait que j'écrive des essais et des romans, et pourquoi l'un et l'autre, et qu'est-ce qu'ils représentent, pourquoi parfois choisir l'un ou l'autre. Et donc, j'ai coutume de leur dire cette chose que je vais dire maintenant, de donner cet épisode de l'enfance. Quand j'étais enfant, donc un jour, mon père m'a raconté que ses copains en Tunisie, il était né en Tunisie, il vivait en Tunisie, lui faisait une farce, une blague. Il avait fait une fois une blague, et était la chose suivante, ils lui ont dit, écoute, tu vois l'âne, l'ânesse qui est là-bas, c'est une femelle, tu vois, on va aller lui dire qu'elle a perdu son fils, son ânon, et tu verras, ça va beaucoup la bouleverser. Et donc les enfants, les deux enfants qui faisaient là, ou trois, sont allés vers l'ânesse, ont chuchoté dans son oreille, et en effet, l'ânesse s'est mise à sauter sur place, à pousser des cris, etc. Et ils lui ont dit, tu as vu l'effet que ça fait. Et puis bien sûr, ensuite, ils lui ont dit la vérité, que je vous dis toujours avec la même émotion, là j'ai la chair de poule, c'est-à-dire qu'ils lui ont dit, enfin on a compris tout cela, donc que les ânes ont un conduit auditif très droit, qui descend de l'oreille à je ne sais pas où, très directement, et donc les enfants jetaient un mégot allumé dans le conduit auditif de l'ânesse, qui évidemment se mettait à hurler de douleur. Et mon père me racontait ça comme je vous le raconte, enfin, avec cette espèce de sidération devant ce que des êtres, des enfants en l'occurrence, enfin des jeunes gens, des enfants, pouvaient faire à des animaux par exemple. Mais évidemment ça ouvrait sur tous les possibles de la violence du monde. Et cette histoire, qui est pour moi toujours aussi bouleversante, est d'une certaine façon, je crois, au fondement de mon entreprise romanesque. Donc, je crois qu'à l'origine de l'entreprise d'écrire pour moi et d'écrire des romans, c'est comme ça que je viendrai au secret d'initié, il y a le fait qu'il faut faire quelque chose avec la violence du monde, avec la violence que les hommes sont capables d'infliger aux hommes. Et ce qui fait d'ailleurs que mes romans sont assez sinistres à leur façon. On va dire, ils ont toujours un départ qui est cruel. Et ce que j'appelle parfois le noyau brûlant, c'est-à-dire la chose pour laquelle je vais commencer à écrire un roman, même si le roman au final aura une toute autre allure, ou aura l'air de traiter des sujets bien plus vastes, etc. Mais le noyau brûlant, c'est toujours un noyau brûlant aussi au sens où il est douloureux et où il me travaille. Entre les bruits, le roman commence par l'image d'une petite fille qui entend, elle entend trop, c'est le sujet du livre, elle entend trop et elle entend des gémissements dans le bois, elle s'approche, elle cherche la source des gémissements et elle finit par découvrir une portée de renardeaux qui ont été massacrés par des enfants qu'elle voit, puisqu'ils sont là encore dans les parages tout près, ils agitent les queues des renardeaux qu'ils ont coupés et ils s'en vont. Et elle vomit et elle est face à cette violence que ses semblables ont infligée à des animaux. Et ça c'est le noyau brûlant de ce roman qui par ailleurs va parler de la rumeur du monde, de la violence du monde, etc. Mais je pars de ça. Et ça, c'est aussi une de mes histoires fondatrices. C'est-à-dire que quand j'avais 11 ou 12 ans, la première fois que j'ai lu un journal, il y avait une histoire d'enfants dans une cité qui avait massacré dans une cave des petits chiens ou des petits chats, j'en sais rien. Et donc le journal Le Fait divers rendait compte de ça. Et je me souviens de ma sidération à nouveau, et je me suis dit, ah bon, mes semblables sont capables de faire ça. Je pense que si j'avais pas eu ce problème, si j'avais pas eu ce problème avec la violence de mes semblables, je ne serais pas devenue écrivain. Ce qui maintenant apparaît, j'espère, dans mes romans et partout dans mes textes, c'est que je suis, je crois, aussi l'écrivain du désir et de la joie. S'il y a bien un thème constant dans tout ce que j'écris, c'est aussi le bonheur et la joie. Et j'essaye d'avoir cette parole contre le désastre et contre la pensée du désastre, en tout cas, autour du désir. J'espère aussi être capable de dire la beauté du monde et la joie qui m'habite très profondément et que j'essaye de restituer. Mais je dirais que ça vient presque je pense, dans un deuxième temps.
l'impulsion première, le motif premier, celui qui met vraiment, qui assoit à la table pour écrire, c'est la violence, ça n'est pas la joie, il me semble. Et la joie vient après, une fois que j'ai l'outil, je dirais presque, voilà, j'ai l'outil, je peux parler, je peux dire des choses, j'ai des choses à dire, alors je dois dire aussi la beauté du monde, le désir de vivre et la joie de vivre. Je vois le monde, peut-être que c'est un vœu pieux, j'en ai conscience, mais moi je vois le monde dans une sorte d'équilibre, c'est-à-dire dans un mélange de violence et de désastre, et de joie et de beauté. Et j'ai l'impression que justement, tant que ça tient en équilibre, tout va bien. Et gare au moment où on perd l'équilibre. Et ça, c'était mon premier roman, qui parlait de Stefan Zweig, du suicide de Stefan Zweig en 1942, entre autres. Et mon premier roman est parti du suicide de Zweig, roman qui parlait déjà du désir et de la joie aussi, parce que je comprenais intimement, je le comprends toujours, que dans certaines situations collectives, de désastres collectifs, comme la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc., je pense qu'on peut avoir envie de se suicider, qu'on peut ne pas supporter l'état du monde, et qu'à ce taux-là de violence et de désastre, ça ne vaut pas le coup de vivre. Je dis souvent que j'écris pour parler des secrets communs. C'est une expression, secret commun, je l'ai développée depuis très longtemps, depuis l'écriture du désir. Ce que j'appelle les secrets communs, justement, ce sont toutes ces choses que nous avons sur le bout de la langue, tous, que nous connaissons vaguement ou précisément, mais voilà, que nous portons, sauf que tous n'ont pas l'outil, qui est le désir, de les dire. Et pour moi, l'écrivain, c'est celui qui se charge de formuler ces secrets communs. Je dis secret et commun parce que secret parce que ça n'est pas dit, parce que ça n'est pas encore dit tant que l'écrivain ne l'a pas dit, et je dis commun parce que pour moi la seule validité, la seule légitimité que peut avoir un écrivain, un artiste en général, mais un écrivain à écrire, c'est précisément d'être la voix commune, de parler pour tous, de toucher quelque chose qui est commun. S'il ne doit parler que de lui-même, ou de sa singularité, ou de son idiosyncrasie, ça ne m'intéresse pas. Et c'est uniquement dans l'effort pour rejoindre ce secret commun, ces secrets communs multiples, qu'il a sa légitimité d'écrivain, et que moi j'ai envie de le lire, et que par ailleurs moi j'ai envie de l'écrire, etc. Ce qui circule pour moi, c'est ce qui est partagé absolument. Mais c'est mon boulot de le faire, c'est mon boulot de le faire. Je me sens la charge de formuler ce secret commun. Alors j'essaie de vous expliquer ce que j'appelle un secret d'initié. Je donne toujours deux exemples parce qu'ils sont aux deux spectres des émotions humaines, me semble-t-il. Si un enfant de 12 ans vient vous voir et vous dit « Qu'est-ce que c'est que faire l'amour ?» Big job de lui répondre. On peut lui expliquer des trucs, on peut lui dire des choses. Mais quoi, jamais il ne pourra savoir de quoi il retourne. Il pourra en avoir des aperçus, mais tant qu'il n'aura pas traversé cet événement-là, il ne saura pas ce que c'est. Ça, c'est un secret d'initié. C'est-à-dire qu'il faut avoir été initié, il faut avoir vécu l'expérience pour savoir de quoi il retourne. Quand j'ai perdu mon père, certains de mes amis très proches se sont plaints que je ne leur en parlais pas, alors que j'étais visiblement affectée et que j'avais un peu disparu. Et je leur ai dit pourquoi je n'en parlais pas vraiment. Parce que je leur ai dit, est-ce que vous avez perdu? Est-ce que tu as perdu quelqu'un de très proche? Oui, alors tu sais. Et si tu n'as pas perdu quelqu'un de très proche, je ne peux rien te dire sur cette expérience-là. Ça, c'est encore un secret d'initié. C'est-à-dire, si on ne l'a pas traversé, on ne sait pas. Le secret d'initié, c'est une espèce de complexe émotionnel, disons, sensible, émotionnel, qu'on est obligé d'avoir traversé pour le connaître. Alors là, on vient au roman. Parce que, pourquoi on écrit des romans? Qu'est-ce qu'on fait avec les romans? Il est entendu qu'on ne raconte pas d'histoire. Du moins, on raconte des histoires, mais ce n'est pas pour raconter des histoires qu'on écrit des romans, c'est pour autre chose. Moi.
et j'aime beaucoup les histoires et j'en raconte, mais j'écris pas des romans pour raconter des histoires. J'écris des romans, je crois, pour mettre en partage des secrets d'initiés. Il me semble que dans le roman, on peut déployer des secrets d'initiés, qu'on peut arriver du coup à les faire sentir au lecteur, et que peut-être, c'est là que je bricole, mais que peut-être on peut faire partager quelque chose qui n'a pas été vécu par le lecteur. C'est-à-dire que cette expérience de la mort de mon père, que je ne pouvais pas raconter comme ça, à haute voix, je peux l'écrire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le roman? Vous avez le loisir, soudain, d'explorer les secrets d'initiés. Divers secrets d'initiés, c'est pas toujours la mort du père et l'expérience sexuelle, ça peut être des choses plus confuses ou plus légères. Vous avez, l'écrivain, a la possibilité de les déployer dans le roman, et là on arrive au prestige du roman, à la merveille du roman. Vous savez bien que quand on lit des romans, quand on va au cinéma aussi, mais c'est peut-être plus évident, et quand on lit des romans, on traverse des vraies émotions. Un grand roman, un bon roman, c'est un roman qui nous traverse émotionnellement. Je crois que c'est très important de se dire que dans la fiction, il y a du réel. C'est-à-dire que si l'œuvre est une construction fictionnelle, fictive, en revanche, la lecture de l'œuvre est une expérience réelle. Et à travers cette expérience réelle, alors le lecteur a une chance de connaître un secret d'initié qu'il n'a pas vécu dans la réalité. Les secrets d'initié, ils travaillent sur les affects, ils portent de l'affect, ils les construisent à partir des affects. Voilà, et il me semble donc que c'est ça, c'est à ça que c'est un roman, c'est comme ça qu'il marche, et c'est ça sa force. Et c'est pourquoi il est très important. C'est-à-dire que dans les romans, nous apprenons quelque chose. Alors évidemment, c'est une connaissance qui n'est pas du tout, c'est pas une connaissance scientifique, c'est pas une science exacte, c'est rien de tout ça. Mais nous apprenons absolument quelque chose qui est, je le dis toujours de façon un peu schématique, mais c'est qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Comment être humain debout sur la Terre? C'est les romans qui vont me le dire. Ça ne peut en aucun cas être mon expérience propre, qui est très 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 insuffisante. Qu'est-ce que je saurais du monde si je n'avais que mon expérience pour me traverser? Rien. Donc c'est à travers ces expériences dans l'imaginaire que je fais dans les romans, et à travers cette expérience réelle qui est traverser les secrets d'initiés et en avoir connaissance, que je m'accrois de cette connaissance sur les romans. En disant ça, la frontière entre secret d'initié et secret commun, m'apparaît pas nettement. Ouais, elle m'apparaît. Parce que, prenons un exemple par rapport à moi. Oui. L'expérience de la mort de quelqu'un, moi j'avais été très, très ému dans la recherche du temps perdu, quand Proust parle de la mort le narrateur parle de la mort de sa grand-mère. Il y a des dizaines de pages sur la mort de la grand-mère. Et en revanche, moi, quand mon père est mort, je n'ai eu aucun chagrin. Et d'ailleurs, j'ai été voir une analyste quelques années après en disant je n'ai eu aucun chagrin à la mort de mon père, il y a quand même un problème que je voudrais retirer. Avant cette analyse, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps d'ailleurs. Je n'avais pour la mort de ton père? Oui, j'ai pleuré après. Oui, après coup. Mais me prenant après la mort de mon père, je n'avais ce secret d'initié que je ne pouvais partager avec personne, puisque cela ne m'avait rien apporté du tout. L'expérience de la mort de mon père. Je n'ai pas dit que les secrets d'initié que nous apportent les romans pouvaient nous permettre de faire tomber nos barrages intimes. Oui, c'est ça. L'émotion était impossible, ça ne veut pas dire qu'elle est. Il me semble que c'est différent, en effet, ce que dit Belinda. Moi, j'entends du côté secret commun, secret d'initié, comme par exemple le sentiment d'imposture, comme quelque chose qui est du côté d'un éprouvé que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire qu'on a tous, en effet, comme dit Belinda, à un moment donné, éprouvé l'impression, la sensation d'être un imposteur, etc. Et là, tu nous le donnes dans l'essai comme étant quelque chose que tu déplies et qui nous rend, je dirais, à cette humanité-là. Voilà. Et le secret d'initié est du côté de ce que j'appellerais la traversée du réel, d'un réel singulier, pas forcément partageable. Pour moi, le secret commun est du côté du partageable. Le secret d'initié, a priori justement,
semble du côté d'un impartageable qui nous met en vase clos avec notre singulier éprouvé pour chacun. Voilà. Bon, on peut citer, tu as donné quelques exemples, on peut aussi lire les témoignages de Primo Levi à la sortie des camps, etc., pour en revenir là. Hein. Ça, on le sait, parce que les gens ont témoigné que cette sortie des camps était du côté d'un impossible à dire. Ils étaient tous enfermés là-dedans. D'ailleurs, les suicides dont tu parlais ont beaucoup à voir avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'impartageable, voilà, avec le reste du monde. Hein. C'était terrible. Bon. Donc je pense que, alors après, on peut parler de la mort, de l'éprouver de la perte, d'un deuil, hein, d'une paternité qui arrive, d'une maternité, c'est aussi des expériences du réel. Et je pense que cette expérience du réel est du côté aussi parfois d'un impartageable. Quand quelqu'un ne l'a pas vécu. Moi, ça me touche beaucoup, cette affaire, parce que quand tu précises la fonction d'écrivain, en tout cas ce qui te fait écrire toi, hein, quand tu le dis toi comme ça, toi, moi ça me touche beaucoup parce que j'entends mieux ce que moi en tant que public, que lectrice, que cinéphile, puisque le cinéma me fait aussi beaucoup cet effet-là, je peux faire grâce à l'écriture ou grâce au cinéma l'expérience d'une altérité, voilà, d'une altérité, hein. C'est-à-dire que cette singularité, cette histoire singulière qui traverse un drame, bon parce que quand même, on est dans le drama, on est dans ces choses-là. Hein. Quand on raconte une histoire, on ne raconte pas n'importe quoi, on raconte un réel en effet, on met au monde quelque chose d'un réel écrit ou filmé. Eh bien, moi ça m'enrichit en effet, tout à fait. Enfin, moi je respire, je m'agrandis, je veux dire que mon âme s'agrandit. Je vais dire bon, que mon imaginaire s'agrandit, mais que mon âme aussi, que mon humanité s'enrichit grâce au fait que j'ai l'impression, grâce à un livre ou un film, d'appréhender, de partager un réel singulier avec l'autre, que je n'aurais jamais imaginé avant. Et ça me change. C'est-à-dire que moi, je m'en trouve changée. Il y a des romans qui m'ont changé. Une fois que je les ai lus, j'ai eu l'impression de faire un tour, un quart de tour psychique, et de ne plus être tout à fait la même. Pour moi, c'est pour ça que j'aime l'approche là de comment tu t'y prends pour aborder ta fonction, enfin, ce que tu considères comme une fonction. Je dirais une chose en fonction de ce que tu viens de dire qui me paraît juste, et puis continuer de réfléchir à voix haute. Il me semble qu'après, on ne peut toujours pas dire. Après la traversée du secret de l'initié, on ne peut toujours pas le dire, mais on l'a traversé. Et là, je pense justement à cette expérience d'analysante. Quand on fait une analyse, en tout cas moi les 2 fois où j'en ai fait, ça m'a fait le même effet, c'est-à-dire j'ai traversé les choses et à la fin, il y avait un moment où je pouvais un peu en parler sur le champ, puis ça devenait beaucoup plus diffus, voire même je pouvais mal me le raconter à moi-même ce que j'avais traversé, mais ça avait été traversé et ça avait été efficace, ça avait été absolument opératoire, mais je ne peux pas dire quoi. Et cette expérience que les gens qui font une analyse connaissent tous, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qu'on ne peut pas décrire, mais qui t'a complètement transformé. À la fin, tu sors, t'es quelqu'un d'autre, mais tu es absolument transformé par l'expérience, et en même temps, tu ne pourrais pas dire pourquoi. Aujourd'hui, je serais incapable de raconter mes analyses. Je pense que c'est une histoire de transfert, c'est une histoire d'amour. Oui. C'est ça, surtout. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ensuite raconter ces petites modifications qui nous sont arrivées, même si c'est par le biais du transfert? Ça touche du réel, ça touche le réel, le point du réel, justement de l'indicible. Il y a quelque chose là qui est en jeu de ce côté-là, et qui fait que, la symbolisation de quelque chose, comme tu dis, ça nous met ailleurs, voilà, et on ne peut pas dire les points de passage, mais on s'en trouve changé. Alors moi, je trouve qu'il y a un terme que tu emploies, je pense que c'est dans La Tentation de Pénélope qui m'a frappée et que j'ai trouvé fort intéressant, puisque je pense que ton affaire de secret d'initié tire un fil, ça me paraît surprenant parce que c'est pas très j'attends. Tire un fil du côté du chaman. Tu vois, tu parles du chaman, et pour moi, justement, il y a une fonction, alors, je ne vais pas employer les grands mots, mais il y a une vertu, une fonction chamanique dans la posture de l'écrivain,
qui est de tout d'un coup de faire passer quelque chose. Voilà. C'est un Maître de passeur. médiation. Voilà, c'est un passeur. Je trouve que ce que tu dis a à voir avec ça, et que tu reprennes cette question du chaman, enfin du passeur. Voilà. Comme l'analyste est un passeur, tout à fait aussi. Moi, j'ai pas envie de tirer des choses sur le matérialisme, pour l'instant je parle de la littérature. Bon. Mais il y a une fonction chamanique, pour moi. C'est une métaphore, bien sûr, parce qu'on n'est pas une culture où on a des chamans, etc. Mais c'est une image. Voilà. Moi, j'aime bien l'image du chaman dont tu te sers dans la tentation de Pénélope. Je dirais que, pour revenir encore à ta question, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ou une écriture, j'ai toujours dit, et je le dis toujours, qu'être un écrivain, c'est être un instrument. Et c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'instrument, c'est l'instrument d'optique, c'est le lieu du passage entre un réel qui est un petit peu lointain, qui, passé au filtre de cet instrument, va être perceptible par le lecteur. Et pour moi, l'écrivain, l'artiste en général, par ma position, c'est ça, c'est un instrument. Et quand je dis instrument, c'est sans fausse modestie ou sans excès d'orgueil, c'est ça. J'ai eu le sentiment pendant ma vie, enfin depuis longtemps, de façonner l'instrument qui me permettrait d'arriver à dire. À dire pour les autres, c'est-à-dire à dire pour transmettre ça, pour être le lieu de ce passage-là. Voilà, il faut se travailler soi-même pour être un instrument. Ça se fait pas comme ça. C'est un travail, c'est une façon de vivre, d'être, de construire quelque chose. D'où ma tristesse quand j'ai perdu mes mâles récemment, l'an dernier, quand on m'a volé mes mâles dans lesquels il y avait tous mes journaux. J'en ai parlé il y a 2 jours encore mec, justement, pourquoi c'était si blessant d'avoir perdu mes mâles. Enfin, parmi toutes les raisons, il y en avait 3 ou 4 vraiment importantes, ou peut-être 2 ou 3 importantes. Et une des raisons qui sont un chagrin permanent pour moi, c'est que dans les journaux intimes que je tenais depuis une dizaine d'années, il y avait le façonnage de l'instrument. Ce façonnage, je ne peux pas le connaître, moi, parce que quelque chose qui se fait sur des décennies et des décennies, je ne peux pas l'avoir en tête. Moi, je n'ai que le résultat. À chaque moment, j'ai le résultat du façonnage. Si j'avais un jour, je l'aurais fait, évidemment, ça m'aurait plu, ça m'aurait tellement intéressé de lire en continu les journaux pour savoir comment ils s'étaient fabriqués, cet instrument. Et ça, je ne pourrais plus jamais le faire. Donc je ne saurais pas comment j'arrive à être moi-même, si je puis dire. Je sais qui est moi-même, je sais ce que je peux faire aujourd'hui moi-même, mais je ne sais plus comment ça s'est construit. Et il y a des vérités dans les journaux qui sont... Enfin, il y a des vérités, là aussi je ferai une référence à l'analyse. Quelqu'un m'a écrit il y a quelques jours en me disant qu'elle avait découvert cette aventure de Némal, etc. Elle m'a envoyé un mot, elle me disait qu'elle comprenait d'autant plus qu'elle, toute sa vie, elle n'avait réussi à élucider un secret de famille très important. Enfin, elle avait fait un énorme travail, sans doute en analyse, je rapporte ce que j'ai compris dans son mail, elle avait sans doute fait un travail d'élucidation d'un secret de famille, donc finalement, elle avait pu se rendre compte à la lecture suivie des rêves qu'elle avait notés dans ses journaux depuis toujours. Et ça, on le sait, quand on se met à lire, à voir dans le suivi quelque chose qu'on a traversé, il y a du sens qui apparaît, qu'on ne peut pas voir autrement qu'en faisant cette lecture distanciée de soi-même. Enfin, bref. En tout cas, voilà, ça c'est une des choses qui me chagrine, c'est que j'ai perdu l'histoire du façonnage de cet instrument et j'aurais bien aimé l'avoir. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? C'est ça, c'est ce chaman, ce médiateur, je dirais, entre des choses qui sont à dire. Oui, je voulais ajouter que, quand même, j'insiste, je pense qu'après la lecture du roman, on ne peut toujours pas vraiment formuler le secret d'initié, mais on l'a traversé. Et de l'avoir traversé, on se transforme. Celui qui l'écrit, mais aussi celui qui le lit. Là, je parle de la lecture du roman. Non, pas du tout. Non, j'ai une idée de quelque chose qui me trotte dans la tête parce que tu évoquais tout à l'heure le mot de connaissance. Et je crois que du coup, à travers mon propre expérience, à la fois avec la lecture et aussi avec les œuvres d'art en général, je crois que ce qui frappe toujours, c'est que tu es touché parce qu'en fait, il y a ce sentiment de reconnaissance. En fait, tu es à travers l'œuvre, il y a quelque chose qui fait écho en toi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une forme
de non-savoir qui devient savoir à cet instant-là. C'est-à-dire que tu portes la connaissance en toi, mais tu n'en as pas pris conscience. C'est ça. Après, tu ne peux pas forcément formuler, comme tu dis, exactement, mais quelque chose se déplacer. Et donc, je crois que c'est là où ça se joue. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on peut effectivement, à travers les émotions, une histoire racontée par quelqu'un d'autre, prendre connaissance des sentiments que nous n'avons pas vécus, comme nous pouvons aussi enfin situer quelque chose que nous savons sans le savoir. Et donc, je crois qu'il y a les deux dimensions. C'est pour ça que je parle de secret, savoir sans savoir. La connaissance, c'est bien co-naissance. Oui. C'est une naissance enfin. Oui, bien sûr. Mais pour le dire, comme vous dites, Marianne, je trouve que c'est une très belle image, comme si l'autre, enfin l'œuvre, nous révélait ce qu'on sait, mais qu'on n'avait pas formulé, et que du coup, ça fait une sorte d'interprétation. Voilà. On peut même presque avoir les mots à mettre sur quelque chose qu'on avait, mais qui était à l'état, comment dire, très sans parole. Enfin, bien sûr. Voilà, était inconscient. C'est étonnant. Moi, je fais juste une parenthèse puisque j'exerce le même métier que vous. Et donc, c'est vrai que quand vous avez une galerie où les gens viennent voir des œuvres, il arrive assez souvent que, en l'espace de quelques minutes, tout d'un coup, avec une parfaite inconnue, vous allez avoir une conversation qui peut aller très loin, une sorte de qualité que normalement vous n'avez jamais avec les gens que vous ne connaissez pas, que vous pouvez même difficilement avoir avec des gens que vous connaissez, parce que effectivement il y a eu cette dimension de connaissance de quelque chose qui a touché la personne profondément, et comme vous êtes juste là à côté de l'œuvre ou les œuvres qu'il a déclenchées, en fait ça sort à cet instant-là, et donc ce qui fait que souvent on se sent extrêmement privilégié, parce qu'en fait en tant que marchand, on reçoit l'effet de ce que l'artiste a créé. Et l'artiste n'est même pas là pour le recevoir. Donc c'est très étrange. Et ça peut faire peur. Parfois, j'ai eu aussi, enfin si j'associe, il y a des personnes à qui ça arrive, qui disent, et ça peut, il y a eu moi j'ai eu des effets de fermeture chez des personnes qui, comment dire, que ça peut impressionner elles-mêmes d'avoir pu dire ou faire passer, voilà. Mais c'est un moment important. C'est-à-dire, c'est plus cette chose étrange que quelqu'un que vous ne connaissez pas pousse la porte, qu'un lieu où vous êtes, vous allez échanger quelque chose et ils repartent. Donc il y a une parenthèse qui s'est ouverte et qui se referme. Mais vous saurez à tout jamais, en croisant cette personne, que vous avez partagé ça. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. On connaît tous cette expérience de lecture. Je cite souvent, par exemple, un roman que j'aime passionnément qui est Oblomov, de Goncharov, qui est un roman que j'ai dû essayer de lire un jour, et puis il m'est un peu tombé des mains, et je l'ai laissé passer. Et je l'ai repris 10 ans plus tard, et j'ai trouvé que c'était un roman extraordinaire, et j'ai entendu ce qu'il racontait. Et on a tous cette expérience de lecture qui fait qu'un livre peut nous tomber des mains à un moment donné, et puis on le reprend des années plus tard, et on se dit mais comment j'avais pas vu, c'est merveilleux ça. Et pourquoi? C'est pas qu'on est plus intelligent ou autre chose de ce genre, je crois que dans les romans, il y a ces secrets d'initié qu'on peut ne pas entendre, qui peuvent tellement pas faire écho à un moment donné qu'on passe à côté. Et puis après, quelque chose change un peu en nous, une disposition se crée en nous à l'égard de ces secrets-là, et du coup on le lit et on se dit mais c'est merveilleux. Et je crois que les contrastes de lecture qu'on a tous, combien de fois ça arrive, des choses qui nous échappent et après on les entend. Et je crois que c'est parce que tout à coup quelque chose en nous c'est un peu déplacé et nous rend prêts à accueillir la nouveauté du secret qui figure dans ce roman-là. Mais c'est vrai que le temps d'avant, en effet, comme tu dis, on peut y être absolument étanche, étranger, sans. Est-ce que c'est spécifique au roman? J'ai l'impression que c'est spécifique au roman. Non, dans les sciences dures, je peux vous dire qu'effectivement, moi je dis qu'il y a des trucs que j'ai compris genre 25 ans après. Voilà, il y a même des voilà, il y a des trucs que j'ai compris 25 ans après, qui sont des sciences dures. Quoi. Je veux dire, je pense que c'est pas spécifique du roman, ce qu'on décrit là. Non.
Non, d'ailleurs, on ne parle pas comme ça. On parle de l'art plus largement. On parle de la peinture, de la sculpture, du film, du cinéma. Enfin, on parle à la fois de... En plus, le roman est un phénomène historique. Il est apparu et peut-être un jour il va disparaître. Il existe des civilisations qui ne connaissent pas. Je crois qu'il n'y a aucune civilisation qui ne connaît pas le conte, la fiction longue. Oui, mais c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Il se trouve que la forme actualisée de la fiction, c'est le roman. Il y a eu des milliers de générations qui ont vécu sans. Je crois qu'il n'y a aucune génération qui a vécu cette histoire. Question. Ah non, je ne crois pas. Je crois qu'on Roman. fait de roman. Toi, tu parles du roman. Moi, je parle des roman. Moi, je parle roman des comme histoires. objet précis. Oui, mais ça, bien sûr, il a l'origine, il est peut-être une femme. Mais en revanche, raconter des histoires, c'est aussi vieux que l'humanité. Pourquoi je suis devenu écrivain? Moi, j'attendais une réponse qui était pourquoi j'ai envie de transmettre. Quand tu as envie de transmettre, il n'y a pas d'un doute évidemment, mais pourquoi tu as choisi le métier d'écrivain? Alors évidemment, tu vas me dire, je ne suis pas capable de répondre. Mais parce que voilà, madame a choisi le métier de peintre, elle dit c'est parce qu'il faut du talent. Donc est-ce que tu te sentais avoir du talent? Est-ce que... Un devant? Je ne crois pas que je me posais la question. Moi, c'est le métier d'écrire qui m'a choisi. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Il y a sûrement des raisons. Mais elles sont tellement multiples et diverses et à des strates tellement différentes qu'on ne peut pas répondre. En tout cas, on peut dire que quelque chose se produit avec un certain médiateur ou quelque chose s'accomplit et pas avec un autre. Voilà. Et moi j'ai l'impression que quand tu disais tout à l'heure que quelque chose se passait pour le lecteur dans l'effet de transmission d'un certain réel et d'une connaissance d'une altérité qui te change quand tu lis, grâce au roman, grâce au film, grâce à l'œuvre, ou que quand toi tu écris, en position d'écrivain et que quelque chose se produit après, que tu n'as pas approché ce que tu n'as pas dit ce que tu voulais dire, mais que c'est fait, c'est dit, quelque chose est traversé, donc accompli. Il y a une forme d'accomplissement. Et je pense que le choix, moi je dessine aussi et je sais que quelque chose se passe avec le dessin qui ne se passe pas avec l'écriture. Moi je suis sans arrêt en conflit intérieur entre l'écriture et la peinture. Voilà, c'est vraiment mon symptôme, je dirais presque. C'est-à-dire que je peux me relever à 3h du matin pour me remettre au dessin. Je ne peux pas me relever à 3h du matin pour écrire. Je veux dire que, voilà, c'est pas une réponse, mais disons que dans le fait de dessiner, quelque chose est là, d'une manière évidente, me convoque sans que j'y pense, m'appelle, et quelque chose s'accomplit à travers ça. J'ai pas du tout la même impression avec l'écriture. Moi j'ai un début de réponse à toi, au moins qui est le... Mais c'est vraiment pour moi, parce que ça ne doit pas fonctionner comme ça avec tout le monde, mais chez moi il y a une propension à l'intellectualisation qui ne peut passer que par l'écriture. Et je le dis, non pas parce que je le sens comme ça, c'est les autres qui me disent. Oui, mais moi je le sens quand je t'ai lu. Voilà, tu as lu La chair du temps, et quand les gens ont lu La chair du temps, donc un livre où je raconte ce que j'appelle un journal de deuil, où je raconte donc, le vol de mes mâles, et que j'écris jour après jour à toute vitesse pour traverser cet événement épouvantable. Et les gens m'ont dit, une fois que le livre était fait, qu'ils l'ont lu, les gens me disaient « c'est incroyable, comme tout de suite, tu t'es mise à penser l'événement ». Alors, moi j'avais l'impression d'écrire ça, au contraire, sous la pression vraiment de la douleur, etc. Et les gens me disaient « mais c'est incroyable quand tu le penses ». Alors, j'imagine, et là c'est les autres qui me renvoient cette image, et c'est vrai que j'aime penser, je veux faire quelque chose de l'ordre de la pensée avec ce que je vis et ce que je traverse, et peut-être que quelqu'un d'autre aurait parlé de ses mâles autrement, de cet événement autrement, peut-être que les gens disent que ce livre ressemble un peu à un essai. Moi j'ai absolument pas l'intention de faire un essai, j'ai écrit un journal. Les mâles, le journal sur mes mâles, il ressemble absolument à tous les journaux que j'ai écrits depuis que j'ai 10 ans. Simplement il est un peu monomaniaque parce qu'il se préoccupe d'un seul événement. Mais tous mes journaux étaient faits comme ça. Donc peut-être que, pour te répondre, chez moi, le fait que je ne sois sûrement pas peintre
Et outre que j'ai pas la compétence, mais pourquoi j'ai pas développé du tout cette compétence aussi, c'est que je crois que ce passage par la signification telle qu'elle peut être donnée par l'idéal, par les mots est capital dans mon fonctionnement intime. Là, il est vraiment question depuis le début à la fois de l'écriture, de l'art et de la vie, à la fois à travers tout ce qui constitue et tout ce qu'il explique. Ça commence par l'expérience de l'enfant qui fait souffrir les animaux, mais ça, c'est une expérience que tous les enfants ont connue, du moins à une certaine époque, peut-être moins dans les vies urbaines, mais au moins à une certaine époque, et peut-être même pour exorciser les violences futures, mais en tout cas, les actes fondateurs de l'enfant sont souvent dans la souffrance des petits jeux animaux, donc là on devient dans un élément constitutif et de l'existence et de la transmutation qui s'effectuera plus tard par l'art et pour Belinda à travers l'écriture, c'est la première chose. L'autre commentaire que j'ai à faire, on est bien là aussi dans cette double postulation dont parlait Baudelaire, c'est-à-dire l'homme est toujours habité par une double postulation, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan, et c'est l'œuvre elle-même qui réunit à la fois ces deux réalités qui pourraient être divergentes. C'est bien l'essence et la mission de l'œuvre que de réunir ces deux réalités qui sont disjointes. La troisième chose auquel je pensais aussi, c'est la mission, j'allais dire quasi politique parce que je pense à un écrivain, de l'écrivain justement qui prend la parole pour exprimer ce que ne peuvent pas dire les autres. Ça fait penser au livre de Denise Mascolo qui était le compagnon de Marie sur le communisme. Et puis voilà, et puis je pense aussi à autre chose sur le secret d'initié. Là véritablement, Belinda n'a pas parlé de l'écriture, elle a parlé du roman. C'est-à-dire pourquoi elle parle du roman, c'est parce que dans le roman, effectivement, on peut effectuer des projections de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se sentir vivre dans une réalité qui n'est pas la nôtre, à travers un personnage qui n'est pas tout à fait nous-mêmes et qui est un peu aussi nous-mêmes. À tel point d'ailleurs que dans des grandes écoles de commerce international, dans les grandes universités, on apprend aux futurs cadres qui dirigeront la nation à lire des romans, non seulement pour pas qu'ils soient aussi bêtes qu'ils le seraient s'ils n'avaient pas lu, mais pour qu'ils puissent voir comment fonctionne une société et comment s'articule un personnage au sein d'une société donnée. Voilà. Donc là, on est bien dans une logique profondément littéraire, puisque le cinéma, à mon sens, facilite moins ça parce qu'il est beaucoup plus proche de la réalité à travers l'image. Je pense aussi à un livre de Pierre Bayard, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit comment Parler des romans que je n'ai pas lus. Non, c'est pas celui-là, c'est comment décrire des lieux où je n'ai jamais été. Et en fait, on se rend bien compte que la fiction et l'imagination sont beaucoup plus pertinentes et fortes qu'une simple description de la réalité. Voilà pourquoi je pense qu'il y a une cohérence à la fois dans ce qu'a dit Belinda, et que vraiment c'est la littérature ou le roman qui est plus de l'ordre de l'expérience que le cinéma ou la peinture. La peinture, c'est plus immédiat. La peinture, c'est fait, comme vous l'avez très bien dit, à travers des matériaux directs. Et là, c'est plus de l'ordre de l'émotion presque métaphysique et informelle que de l'expérience véritablement existentielle qu'on prend à travers un roman. Bon, c'est une dichotomie un peu facile, mais je pense à ça. Là, vraiment, le roman, c'est une histoire qui peut nous advenir. Le choc émotionnel qu'on a devant une peinture, c'est pas une histoire, c'est autre chose. Et même au cinéma. La prégnance de la réalité au cinéma ne permet pas la projection que permet le roman. Là, c'est un commentaire un peu brouillon, mais... Quand on dit être pris par l'histoire, hein, c'est pas n'importe quel terme, c'est que l'histoire, elle passe en nous. Elle passe en nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui se produit, comment dire, tout d'un coup ça se met à habiter le lecteur, je pense vraiment, hein, et que quelque chose justement nous transforme de ce fait. C'est-à-dire que, pour moi, je reviens à cette histoire d'altérité qui pour moi est très importante, hein, le sens de l'autre, c'est-à-dire non pas de l'autre imaginaire forcément, parce que l'autre imaginaire, on l'a tout le temps, on fait cette expérience de l'autre imaginaire, de l'image que l'autre nous fait, etc. Mais ça, c'est pas très intéressant pour moi. Ce qui est intéressant, c'est un certain réel, hein, auquel je ne peux pas accéder chez l'autre, et qui tout d'un coup, grâce au roman, la porte s'ouvre, une certaine porte s'ouvre, et que quelque chose de l'autre, en fait, rentre en moi, au-delà de l'apparence, au-delà du langage même, au-delà de l'imaginaire, qui d'habitude nous le fait, appréhender. Hein. Là, tout d'un coup, quelque chose, comme dit Belinda de Landa,
d'une singularité, d'un secret d'initié peut tout d'un coup passer d'un être à l'autre. C'est ça qui est assez fascinant dans l'œuvre de Belinda, c'est qu'il y a à la fois les essais, qui là révèlent la part commune ou transmissible de l'altérité, on va dire. Oui, et c'est puis ça. il y a toute cette part qui reste mystérieuse, Absolument. même si elle est traversée, même si elle est évoquée, ou même si elle est dite, on n'en retiendra pas tout. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on connaît à la fois les œuvres et qui nous échappe, ce qui fait à la fois la beauté de la vie, le mystère de la vie. Voilà, donc ce qu'il y a de très bien, cette dialectique entre les essais et la littérature. Peut-être que Belinda ne sait pas pourquoi à un moment elle va adopter la forme de l'essai, pourquoi à d'autres moments elle va adopter la forme du roman. C'est peut-être qu'elle sent à un moment que ce qu'elle va traduire est admissible partout, c'est que, en revanche, une autre expérience est peut-être plus indicible et qu'elle n'est passée que par le roman, comme on aurait pu peut-être aussi passer par la poésie, mais sans doute pas par le film ou la photo ou l'œuvre d'art. Par exemple, L'homme qui jeûne, pour moi, est un livre difficile. Bon, c'est un de tes livres où je trouve que c'est un livre exigeant. Et c'est un livre exigeant, de mon point de vue, parce que quelque chose où tu vas au bout, j'ai l'impression que justement, tu ne fais pas l'économie, toi, écrivain, de ton personnage, qui y va. Voilà. Et tu t'avances dans une zone qui n'est, pour moi, pas du tout évidente. Et quand on te suit, justement, il faut accepter le voyage, parce qu'il y a aussi ça, il y a un voyage à accepter. Alors, des fois, on ne l'accepte pas, parce que, voilà, mais que quand on y va, c'est justement là. Il y a un petit risque, on ne le dit pas, mais il y a un risque de l'autre, justement. C'est pas évident de rencontrer quelqu'un, moi je trouve. Et donc, on peut être plus ou moins, défensif, et peut-être qu'aussi il y a des moments où on loupe quelque chose qu'on ne veut, parce qu'on ne peut pas. Comme je disais tout à l'heure, 3 ans après, 4 ans après, 10 ans après, tout d'un coup, quelque chose comme une écorce a été lâché, quelque chose, et du coup quelque chose peut nous atteindre, qui ne nous aurait jamais atteint avant, quelque chose qui tombe, qui n'est plus de l'ordre. Voilà, enfin, on peut y devenir accessible. Voilà. C'est vrai que c'est un risque. Moi, par exemple, ça me fait penser qu'il y a des fois où j'ai pas du tout envie de lire. J'ai pas du tout envie de voir un film, parce que je sais que si je le fais, je vais être prise par quelque chose, et j'ai pas envie. Et j'ai pas envie. J'ai envie. Non mais c'est vrai, ça m'arrive. Je me dis, j'ai la flemme. J'ai envie qu'on me foute la paix. Voilà. Mais c'est incroyable. Et ça m'arrivait pas avant. Je pense que c'est aussi un effet de. Je pense qu'il y a aussi un effet justement du vieillir qui est en jeu. J'ai besoin de me retrouver dans mon précaré. Voilà. Et j'ai pas envie d'ouvrir la porte. Mais parce que je sais que si je vois un film, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, on va me parler, ça va me prendre. Et ça va me changer. Et j'ai pas envie d'être changée. Voilà. Voilà. Très bien, très intéressant, je crois. Merci.